Bienvenue dans La Truffe dans la Gamelle, premier podcast de nutrition vétérinaire. Je suis Charlotte Deveau, vétérinaire nutritionniste, et je vous propose de mettre ensemble la truffe dans la gamelle. Dans cet épisode, en partenariat avec le laboratoire Osalia, nous accueillons le docteur Franck Floch, vétérinaire spécialiste en cancérologie. Le docteur Floch exerce à Rennes dans la clinique de référé Triovet. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler alimentation de nos animaux cancéreux, avec au menu le jeûne, les vilains glucides, les oméga 3, tous les aliments magiques anti-cancer et les champignons asiatiques. Donc bonjour Franck. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Alors on va commencer avec ton avis sur l'intérêt du jeûne dans la prévention des effets secondaires de la chimiothérapie. Donc moi j'avais souvent entendu que ça pouvait avoir un intérêt de faire jeûner les chiens qui subissent une chimiothérapie pour éviter les effets secondaires gastro-intestinaux, donc essentiellement je pense les vomissements et peut-être la diarrhée. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, excellente question pour introduire ce sujet-là. Il faut savoir que c'est une question qui est très abordée en médecine humaine, en cancérologie humaine, et où il se pose beaucoup de questions de ce côté-là également. Quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'en oncologie humaine, il n'y a à l'heure actuelle aucun consensus d'un oncologue à l'autre ou d'un centre à l'autre sur l'approche optimale de ce jeûne avant une chimiothérapie. Ce que l'on peut dire en médecine vétérinaire, donc pour nos chiens et nos chats, c'est que d'une part, les effets secondaires à dominante digestive, donc baisse d'appétit, vomissement et diarrhée, sont des effets secondaires qui sont nettement moins fréquents et nettement moins intenses qu'en médecine humaine. Donc c'est justifié qu'en médecine humaine, ils se posent la question parce qu'ils ont des protocoles de chimiothérapie qui sont souvent très lourds, très intensifs, où ils associent plusieurs agents de chimiothérapie les uns avec les autres. C'est beaucoup moins le cas en médecine vétérinaire où vraiment on va accorder la priorité à la qualité de vie. Donc la première conséquence de cela, c'est qu'on a beaucoup moins d'effets secondaires digestifs chez le chien et chez le chat. En fonction des études, on estime que c'est 30 à 40% des animaux que l'on va traiter qui vont pouvoir présenter des effets secondaires digestifs. Et ces effets secondaires, en général, ils apparaissent dans les quelques jours qui suivent la chimiothérapie et ils sont transitoires et réversibles. Donc on peut tout à fait les prendre en charge dans la grande majorité des cas avec un traitement de soutien antivomitif, antidiarrhéique, etc. etc. Donc la première chose, c'est que considérer un jeûne chez un animal qui présente un cancer n'est pas forcément quelque chose que l'on va recommander chez l'ensemble des animaux. À l'heure actuelle, on a peu de données scientifiques publiées chez le chien et chez le chat. On a de rares études qui confirment l'indication d'un jeûne de 18 à 24 heures avant la réalisation d'une séance de chimiothérapie avec une molécule particulière qu'on appelle la doxorubicine, qui est l'une des molécules qui est réputée comme pouvant induire le plus facilement, le plus régulièrement des vomissements. Et donc on a une étude chez le chien qui démontre le bénéfice du jeûne, donc de 18 à 24 heures avant la séance de chimiothérapie, pour prévenir ces effets secondaires à dominante digestive. Donc voilà un petit peu mon sentiment. On essaye de se baser un petit peu sur ce qui se fait en médecine humaine, mais pour l'instant la médecine humaine n'apporte pas de réponse consensuelle à ce sujet-là, et d'autre part, comme vous l'avez compris, les protocoles de chimiothérapie sont beaucoup plus lourds et du coup occasionnent davantage d'effets secondaires. Donc à titre personnel, dans ma pratique quotidienne, je ne demande pas spécialement ou spécifiquement aux propriétaires de venir avec un animal qui a jeûné depuis au moins 18 à 24 heures. Je demande toujours à ce qu'ils viennent à jeun depuis la veille au soir, donc on est sur un jeûne en général de plus courte durée. C'est plus par précaution si jamais on devait être amené à sédater, tranquilliser l'animal ou éventuellement considérer des examens complémentaires qui pourraient justifier une sédation ou une anesthésie. Et puis ensuite, on s'adapte au cas par cas en fonction de la situation et de la tolérance au protocole de chimiothérapie. Toi, dans ta pratique, ça t'arrive sur des animaux qui sont particulièrement sensibles ou quand tu utilises la doxorubicine de prescrire du coup des jeûnes plus longs ? Est-ce que tu as déjà eu des effets bénéfiques ? Alors, j'ai peu d'expérience du coup de la pratique de ce réel jeûne d'au moins 24 heures avant une séance de chimiothérapie. Comme je l'expliquais, c'est vraiment du cas par cas, donc on va vraiment sur une approche personnalisée et notamment sur des animaux qui peuvent déjà présenter une baisse d'appétit, une perte de poids, une fonte musculaire
ou des choses comme ça, c'est sûr que ces animaux-là, on va éviter de leur retirer trop longtemps l'alimentation pour éviter une dénutrition, un affaiblissement, une perte de poids supplémentaire. Donc je suis particulièrement vigilant et je trouve que dans mon expérience, les effets secondaires à dominante digestive que j'ai collent avec les données de la littérature. J'utilise très peu ce jeûne, mais en revanche, on n'hésitera pas à avoir recours à des antivomitifs ou des antinauséeux, et notamment à titre prophylactique, à titre préventif, sur des animaux qui pourraient être particulièrement sensibles du coup aux troubles digestifs. Donc au final, on arrive assez bien à gérer ces troubles digestifs et intestinaux avec les molécules dont on dispose. Oui, tout à fait. À retenir également que dans les molécules de chimiothérapie que l'on peut utiliser nous, donc en médecine vétérinaire, on a toutes les molécules ne sont pas réputées pour avoir une toxicité dominante digestive. Donc on a une liste assez courte, on a 2-3 molécules qui sont plus volontiers réputées comme pouvant être associées à ces effets secondaires digestifs. Donc sur ces molécules-là, on sera particulièrement vigilant, mais très souvent on commence effectivement avec l'utilisation d'anti-vomitifs ou d'antinauséeux. Et puis éventuellement, si jamais malgré cela on constatait des effets secondaires significatifs, le jeûne pourrait se justifier, mais en prenant bien garde à ne pas prendre le risque de dégrader du coup le statut pondéral et l'appétit de l'animal. Voilà, faut surtout pas qu'il perde du poids en fait. Exactement. On a plusieurs études maintenant qui démontrent que la perte de poids, alors sur certains types tumoraux bien spécifiques, mais que la perte de poids à la faveur d'un protocole de chimiothérapie peut être ce qu'on appelle un facteur pronostic négatif, c'est-à-dire que les animaux qui perdent de manière significative du poids, donc en général au moins 5 à 10% de leur poids de base, sont des animaux qui vont présenter un moins bon pronostic, une moins bonne espérance de vie sur le moyen et sur le long terme par rapport aux animaux qui ne perdent pas de poids, voire même parfois qui en prennent. Donc il faut qu'on soit vigilant et surtout ne pas prendre le risque de dégrader la situation clinique globale de l'animal. Est-ce que toi, tu as un avis sur l'intérêt de réduire les glucides dans le régime des animaux cancéreux ? Alors, cette question fait grandement débat, en effet. Peut-être pour resituer un petit peu le cadre, pourquoi on s'interroge sur la possibilité de réduire l'apport en sucre, donc en glucides, dans l'alimentation des patients cancéreux, qu'ils soient humains ou animaux? Tout simplement parce que la principale source d'énergie pour une cellule cancéreuse, c'est le glucose, donc c'est le sucre. Donc ça veut dire que vraiment, il va y avoir des dérèglements, des changements du métabolisme de la cellule cancéreuse par rapport à une cellule normale. Et du coup, la cellule cancéreuse va vraiment baser sa prolifération et sa fabrication en utilisant exclusivement une source de sucre comme moteur au final pour sa prolifération et la croissance de la tumeur. Ce que l'on sait, c'est que si on cherche à carencer, à diminuer une alimentation en sucre, malheureusement, d'une part, la tumeur n'est pas le seul organe, entre guillemets, qui s'alimente en sucre. Il y a d'autres tissus et d'autres cellules normales de l'organisme qui n'utilisent que du sucre, et notamment les neurones, donc les cellules du système nerveux. Donc ces cellules-là risquent d'être en souffrance également. Et d'autre part, en limitant de manière vraiment drastique l'apport en sucre dans une alimentation pour un animal cancéreux, le foie a la capacité de fabriquer au final du sucre à partir de produits qui à la base n'en sont pas, et notamment les protéines ou les lipides. Donc ça veut dire qu'on n'arrivera jamais à carencer complètement un animal ou à exclure complètement de l'alimentation le sucre chez un chien ou chez un chat, et de toute façon ce n'est pas ce que l'on va rechercher. Ceci étant dit, j'ai peu d'expérience dans ma pratique quotidienne de recommander systématiquement l'administration d'un aliment qui va être peut-être moins riche en sucre ou en glucides. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais forcément rechercher. Éviter un apport trop important avec des à côté, des friandises, oui, on va essayer d'être vigilant et peut-être de le remplacer par d'autres choses dont on pourra discuter après, type probiotiques ou autres. Mais absolument chercher à carencer l'alimentation en sucre, non, pas spécifiquement. Peut-être rééquilibrer l'alimentation pour aller vers quelque chose de type aliment qui soit de bonne qualité, très bien équilibré, avec un apport de protéines de bonne qualité, mais pas forcément chercher à réduire drastiquement la quantité de sucre.
Alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en fait en cancérologie le problème c'est le sucre et vraiment le glucose. Et quand on Mhm. parle de glucides, bah en fait c'est beaucoup plus large que juste les sucres parce que les glucides, il y a les glucides simples avec le glucose, il y a l'amidon Ouais. qui est un glucide quand même qu'on appelle un glucide complexe, et il y a aussi toutes les fibres. Et on avait vu dans des podcasts précédents l'intérêt des fibres, notamment avec Juan sur le microbiote. Donc là, si Mhm. tu nous parles de l'intérêt des probiotiques, bah, on aura peut-être plutôt un intérêt d'avoir des fibres pour avoir un bon microbiote. Et du coup, c'est des glucides. Donc c'est un peu trop général de dire réduire les glucides, ce serait plutôt juste réduire les sucres simples, le glucose. Ouais, tout à fait. Alors après, tu touches à des choses où je suis probablement beaucoup moins compétent et pas très armé pour répondre à tout ça. Mais en effet, on parle beaucoup, nous, du glucose à proprement parler, qui va être la source vraiment d'alimentation de ces cellules cancéreuses à nouveau. Mais effectivement, pour autant, est-ce que écarter l'ensemble des glucides ou des sucres de l'alimentation d'un animal est une bonne solution? Très sincèrement, non, parce qu'effectivement, il peut y avoir des intérêts à le maintenir pour d'autres choses en parallèle. Alors, maintenant qu'on a vu le sort des glucides et des sucres, les oméga 3, ça c'est l'autre grand sujet en cancérologie. Les oméga 3, c'est quand même vu comme un peu la molécule miracle. Alors, est-ce que ça marche en cancérologie? Alors, en effet, gros sujet d'actualité pour ces acides gras oméga 3. Donc, ces acides gras oméga 3, ils pourraient présenter un intérêt en cancérologie, dans le sens où ils vont présenter un effet anti-inflammatoire. Donc, au lieu d'aboutir à la formation de molécules pro-inflammatoires qui peuvent être pro-cancéreuses, c'est-à-dire favoriser le développement d'une tumeur, on sait que l'état inflammatoire est très souvent associé au développement et à la prolifération d'une tumeur. Ces acides gras oméga 3 vont plutôt orienter vers la formation de molécules de cytokines anti-inflammatoires ou éventuellement inertes, mais qui vont éviter cet effet pro-inflammatoire de stimulation de l'inflammation. Et puis, ça a probablement un rôle directement, par des mécanismes qui sont relativement complexes et pas toujours identifiés, de ralentissement de la prolifération et de la différenciation des cellules tumorales. Donc, cette supplémentation en acides gras oméga 3, à mon sens, et je sais que mes collègues oncologues en France partagent cet avis aussi quant aux oméga 3, elle est vraiment importante et primordiale dans le sens où c'est quelque chose qui est relativement simple à faire. On sait que du fait de leurs effets anti-inflammatoires, on peut également avoir d'autres effets bénéfiques, par exemple sur un patient un petit peu âgé qui a un cancer mais qui va avoir une pathologie de type arthrose également, ça peut tout à fait lui être bénéfique, donc c'est quelque chose que l'on considère en effet. Ces acides gras oméga 3, en général, on va considérer donc une supplémentation en parallèle de l'alimentation. On les trouve préférentiellement donc dans la chair des poissons ou dans l'huile de poisson. Et on doit respecter un rapport relativement important sur deux types précis d'acides gras oméga 3 qui portent des noms relativement compliqués. Donc de manière abrégée ou simplifiée, c'est EPA et DHA. Et donc, on va chercher à supplémenter dans l'ensemble ces deux acides gras oméga 3. La question que l'on se pose à l'heure actuelle, c'est quelle est la dose optimale, quelle est la posologie à respecter pour obtenir ces effets anti-inflammatoires. Initialement, on extrapolait des données qu'on avait dans d'autres indications qui relataient l'utilisation de doses relativement faibles, relativement basses, donc exprimées en milligrammes par kilo de poids et par jour. Et de façon récente, on est sur des doses qui semblent être beaucoup plus importantes, donc aux alentours, pour donner un ordre d'idée, un ordre de grandeur, de 200 mg par kilo et par jour de l'association de ces deux acides gras oméga 3, EPA et DHA que je citais tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'en fonction du type de forme de supplémentation que l'on va considérer, souvent sous la forme de gélules ou de capsules, il va falloir qu'on essaye de se rapprocher de cette dose-là pour viser du coup un effet bénéfique et possiblement un effet anti-inflammatoire et anti-cancéreux. Et auquel cas, on part sur des types de capsules qui doivent être vraiment spécifiques, les plus dosées possibles, avec possiblement une modification du goût, de l'appétabilité du coup de l'alimentation. Et puis certains rapportent également en parallèle sur des doses très élevées
des modifications possibles avec des troubles de la coagulation, donc des animaux qui présenteraient des déficits de coagulation, notamment liés aux plaquettes que l'on retrouve dans le sang. Donc pour l'instant, on manque encore vraiment de données scientifiques très intéressantes, très publiées, très standardisées. Donc la réponse à tout ça, pour faire une synthèse, c'est oui, les acides gras oméga 3 ils présentent un net intérêt du fait de leur rôle anti-inflammatoire, que c'est une supplémentation qui est relativement simple, ça rentre dans le domaine des médecines complémentaires et sont des choses que les propriétaires acceptent de faire volontiers au quotidien parce que c'est peu lourd, c'est peu invasif. Et dans les questions qui restent relativement en suspens, c'est quelle est la dose optimale ? Est-ce qu'on reste sur cette recommandation récente aux alentours de 200 mg par kilo et par jour ? Et quelle forme on administre sur un chien de grand gabarit pour aboutir à cette dose-là ? Et deuxièmement, est-ce qu'on prend un risque de toxicité ou d'effet secondaire en augmentant la dose vis-à-vis de cette supplémentation-là ? Alors 200 mg par kilo, ça me paraît énorme. Déjà, quand j'arrive à 45 mg par kilo sur un animal, je suis hyper contente. Alors, D'accord. Je pense que ça doit être pas facile de l'atteindre avec des compléments. Alors pourquoi toi tu préfères les compléments plutôt que les alimentations enrichies en oméga 3 ? Alors tout simplement, je vais faire une réponse bête, probablement par ignorance. Donc je suis tout à fait preneur s'il y a des aliments qui sont d'emblée supplémentés avec des choses qui semblent relativement intéressantes et pratiques. C'est vrai que moi j'avais pris l'habitude d'avoir recours à des suppléments vraiment uniquement enrichis en acides gras oméga 3 parce que je trouvais ça plutôt facile et plutôt pratique. Mais si effectivement il y a des aliments qui permettent de rechercher les différents effets bénéfiques que l'on est en train d'évoquer et qui sont supplémentés en acides gras oméga 3, ça peut effectivement être une très très bonne option et alternative sans aucun souci. Alors moi je te donne mon point de vue de nutritionniste. Je préfère souvent les aliments pour deux raisons. Un, pour l'observance. Alors je pense que toi, sur des animaux qui subissent une chimiothérapie, tu as des propriétaires très motivés, donc qui vont continuer le traitement. Nous, en pratique courante, c'est parfois un peu compliqué pour les propriétaires de donner tous les jours quelque chose en plus de l'alimentation. Donc le fait que ce soit déjà dedans, c'est quand même un avantage important. Et alors c'est mon avis, c'est pas forcément celui de la science, mais j'ai l'impression que les acides gras oméga 3 sont mieux conservés dans les croquettes, ou du moins les croquettes vétérinaires, elles sont bien analysées après, donc ils vérifient que la dose qu'ils ont écrite sur l'emballage est bien celle qui est présente après. Dans les suppléments, j'avais lu pas mal de choses en humaine sur l'oxydation qu'il pouvait y avoir dans les suppléments. Et bon, après, ceux en gélule, ça va. Mais souvent, les gens donnent de l'huile de poisson en flacon pompe ou en flacon ouvert où en fait, ils sont exposés soit à la chaleur, c'est pas conservé au frigo, soit à l'oxygène. Donc, on avait beaucoup de suppléments oxydés. Et j'avais lu qu'en humaine, par exemple, les données ne sont pas toujours univoques. Il y en a qui disent ça marche très bien, d'autres ça marche pas. Et ce qu'ils disaient, c'est peut-être les études où ça marche pas, c'est parce que les suppléments étaient oxydés. Donc, du coup, j'avoue préférer que ce soit dans les croquettes. Et les croquettes les plus riches en oméga 3, c'est très souvent les références pour l'arthrose, en fait. Parce que elles sont quand même bien concentrées. Donc, à le voir de ce côté-là, ça peut être intéressant. Ok, ouais, en effet, c'est très intéressant. Alors, moi, quand je te parlais de ma formulation en termes de suppléments en parallèle de l'alimentation, j'ai recours à des petites gélules, des petites capsules, souvent, que les propriétaires peuvent administrer soit directement dans la bouche de leur animal s'ils y arrivent, soit sinon ils rompent la petite capsule qui répartissent directement sur l'alimentation. Donc, ça veut dire que jusqu'à utilisation, les acides gras oméga 3 sont contenus dans cette petite capsule. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'effectivement, on a des données sur la stabilité en termes de conservation en fonction de des modalités de conservation. Et c'est vrai que j'avais recours à ce type de formulation-là. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, le fait qu'effectivement, nous, en structure de référé où il y a des spécialistes, on a probablement des gens qui sont peut-être davantage demandeurs et investis du coup dans le traitement en parallèle de traitements anticancéreux qu'on peut qualifier de conventionnels ou parfois d'assez lourds en termes de chimiothérapie ou autre. Je trouve que quelque chose qui est intéressant à mentionner, c'est que ces acides gras oméga 3 peuvent être utilisés de manière tout à fait isolée dans le cadre d'une approche peut-être palliative qui vise simplement à maintenir une qualité de vie satisfaisante, à éviter les symptômes liés soit à des traitements en parallèle, soit à l'évolution de la tumeur elle-même, ou à des maladies intercurrentes type arthrose, maladie rénale, etc. Donc j'en
j'encourage vraiment les propriétaires à demander l'avis de leur vétérinaire à ce sujet-là, mais en se disant qu'on peut tout à fait les utiliser seuls ou éventuellement avec des anti-inflammatoires, avec des antalgiques, avec des probiotiques, avec tout ce genre de choses-là. Mais l'association acide gras oméga 3 ne doit pas être systématiquement faite avec des traitements anticancéreux plus conventionnels. Tu nous parles du coup des probiotiques, j'avais pas prévu de les aborder avec toi, tu les utilises dans ta pratique courante ? Oui, tout à fait. Alors les probiotiques, c'est quelque chose que je trouve relativement intéressant. Donc peut-être pour resituer, les probiotiques sont des bactéries qui, lorsqu'elles sont administrées en quantité suffisante à un patient, vont conférer un bénéfice sur la santé de ce patient-là, qu'il soit animal ou humain. Et donc les probiotiques, on les voit souvent, en tout cas on les connaît souvent sur des troubles digestifs parfois chroniques, donc notamment de la diarrhée, des ballonnements, des choses comme ça, où on va avoir une tendance assez facile à utiliser les probiotiques. En médecine vétérinaire, notamment en oncologie vétérinaire, donc on retrouve le bénéfice de ces probiotiques, à savoir que lors de cancer notamment, mais c'est vrai sur plein d'autres situations pathologiques, on va aboutir à ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un dérèglement des populations bactériennes qui se trouvent de manière tout à fait normale et physiologique dans l'intestin. Et même un cancer qui est situé en dehors du tube digestif peut tout à fait induire cette fameuse dysbiose, donc ce fameux déséquilibre. Et auquel cas, l'utilisation et le recours aux probiotiques peut vraiment être intéressant. Alors évidemment, il va être intéressant dans l'indication qu'on connaît à ces probiotiques de manière plus simple, c'est-à-dire par exemple la prise en charge d'une diarrhée qui va être secondaire à la chimiothérapie, c'est tout à fait possible. On sait que parfois on va avoir besoin d'utiliser des antibiotiques aussi lorsqu'on a une baisse transitoire de l'immunité à la faveur d'une chimiothérapie, du taux de globules blancs dans le sang. Donc on va pouvoir prescrire des antibiotiques pour éviter des surinfections opportunistes dans la phase où le taux de globules blancs est au plus bas. C'est transitoire, mais c'est important de le considérer. Et on sait que les antibiotiques, on connaît très bien cela en médecine humaine avec l'amoxicilline, acide clavulanique, et on utilise cette association-là chez le chien et chez le chat également. Ça peut occasionner des diarrhées. Et il a été démontré, notamment chez le chat, que les probiotiques avaient la capacité de limiter l'intensité et la durée d'expression de cette diarrhée secondaire à l'association amoxicilline acide clavulanique avec le recours aux probiotiques. Donc je trouve que c'est relativement intéressant dans ce contexte classique. Il y a une étude qui démontre la place des probiotiques sur la prévention du risque de récidive et l'effet anti-inflammatoire de ces probiotiques dans les contextes de polypes au niveau du côlon ou du rectum chez le chien. Alors on n'est pas dans un réel domaine de la cancérologie, mais ce sont des choses que l'on voit régulièrement, néanmoins ces polypes colorectaux. Et puis enfin une dernière indication, mais qui pour l'instant peut-être mériterait un point d'interrogation, c'est qu'il a été démontré sur ce qu'on appelle des lignées cellulaires, donc en gros en laboratoire, sur des cellules in vitro, un effet possiblement antiprolifératif, donc c'est-à-dire un effet anticancéreux direct sur des souches de lignées cancéreuses humaines et animales. Donc il y a peut-être certaines souches plus spécifiques de probiotiques qui pourraient présenter également un effet anticancéreux direct. Pour l'instant, c'est vraiment à l'étude, je le rappelle, donc ne pas aller vers une généralisation, mais ça pourrait peut-être renforcer l'indication d'utiliser des probiotiques de manière plus régulière pour les différents effets bénéfiques que je viens d'évoquer. Tu as beaucoup travaillé, il me semble, sur l'intérêt des champignons asiatiques dans le cancer. Tu as notamment participé à des études sur un produit qui s'appelle le Versicor. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, j'ai eu la chance d'être impliqué dans la réalisation d'une étude clinique et de pas mal de conférences sur ce fameux champignon. Donc peut-être pour rétablir un petit peu le cadre. Donc on a notamment en médecine traditionnelle chinoise et dans les pays asiatiques recours depuis vraiment de très 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 nombreuses années à des thérapies complémentaires. Alors ce que je trouve toujours intéressant, c'est que thérapie complémentaire, ça veut dire que ça vient en complément des traitements anticancéreux conventionnels que sont par exemple la chimiothérapie, la radiothérapie, etc. Donc là, on rentre dans un domaine où la thérapie complémentaire
ne vise pas à venir remplacer le traitement anticancéreux classique, mais à venir apporter un soutien, soit pour améliorer le contrôle de la tumeur, soit pour améliorer la qualité de vie, soit évidemment pour aller vers une amélioration des deux. Donc effectivement, dans ces pays asiatiques, ils utilisent depuis très longtemps ces thérapies complémentaires et notamment un champignon particulier qui a reçu beaucoup d'intérêt, qu'on appelle le Coriolus versicolor. Et donc ce Coriolus versicolor, dans de nombreuses études, à nouveau in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, et in vivo, c'est-à-dire chez de vrais patients humains qui présentaient des cancers, ce Coriolus versicolor a présenté différents bénéfices, différents apports cliniques, à savoir une réduction de certains signes cliniques, de certains symptômes liés soit au traitement anticancéreux, soit à la maladie cancéreuse elle-même. Deuxièmement, à contribuer à améliorer l'espérance de vie globale des patients traités à nouveau par des traitements anticancéreux conventionnels en parallèle. Et il y a de nombreuses études rétrospectives, c'est-à-dire qui regardent en arrière, qui ont démontré ces bénéfices-là sur de nombreux cancers du sein, du côlon, du pancréas, de l'estomac. Donc c'est vraiment intéressant, avec dans mes souvenirs entre 9 et 10% des patients qui étaient en plus en vie grâce à ce champignon-là quand on regardait au bout de 5 ans après le diagnostic. Donc c'est quand même pas anodin de se dire qu'on arrive à maintenir en vie un patient sur 10 supplémentaire. Et puis troisième point qui est peut-être plus sujet à discussion, c'est son action synergique ou additive avec certaines molécules de chimiothérapie, c'est-à-dire en gros qui pourraient renforcer l'action de certaines molécules de chimiothérapie. Et donc ce champignon, forcément, il a été à terme utilisé chez le chien et chez le chat, principalement chez le chien, du fait de ses effets préliminaires rapportés en médecine humaine. Et il se trouve que, effectivement, ce champignon, il présente des effets immunostimulants, c'est-à-dire qu'il stimule de manière non spécifique l'immunité des patients. Et dans cette immunité, on a ce qu'on appelle l'immunité antitumorale, c'est-à-dire les défenses immunitaires contre la tumeur. Donc il renforce cette immunité-là, il sollicite le système immunitaire à mieux se battre contre la tumeur. Et d'autre part, on a une étude préliminaire chez des chiens qui présentaient un cancer particulier de la rate qu'on appelle un hémangiosarcome, qui est une tumeur malheureusement extrêmement agressive. Et les chiens qui ont reçu simplement une chirurgie plus ce champignon ont présenté une augmentation significative de leur espérance de vie. Donc c'est quelque chose qui semblait vraiment intéressant. Là, c'est une étude vraiment menée cliniquement chez le chien. Et de façon relativement récente, ce champignon est devenu accessible sur le marché vétérinaire avec un produit qui est facilement accessible désormais en France. Et ce produit-là, effectivement, on l'utilise de plus en plus. Alors, je vais retomber un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure sur les acides gras oméga 3. Soit on peut l'utiliser seul dans un cadre très palliatif. C'est quelque chose qui est très bien toléré. C'est pas un médicament, donc c'est très bien toléré cliniquement. Il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de modification de la prise de sang, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment intéressant. Soit on peut l'intégrer à une prise en charge plus globale en cancérologie. C'est difficile à l'heure actuelle d'évaluer, de quantifier le réel bénéfice parce que justement on l'utilise parfois sur un petit peu tout et n'importe quoi en termes d'indication, de type de cancer. Donc on n'a pas pour l'instant de groupe de chiens très homogène avec le même type de cancer, au même stade, traité de la même façon. Donc c'est difficile de lui donner une vraie interprétation en termes de quantification du bénéfice. Mais très souvent les retours sont que c'est plutôt facile d'administration. C'est quelque chose qui est donc très bien toléré avec aucun effet secondaire et on a parfois eu des réponses observé des réponses anticancéreuses relativement étonnantes, y compris avec l'utilisation seule de ce produit-là, de ce Coriolus versicolor. Donc il y a très probablement un réel effet anticancéreux qu'il faut pas omettre et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se démocratiser et rentrer dans l'approche thérapeutique classique des cancers. On suspecte même qu'il puisse avoir une indication dans d'autres types d'affections, notamment des désordres du système immunitaire, par exemple des chats qui présentent des inflammations au niveau de la bouche de manière chronique, des chats qui ont un statut du sida ou de la leucose positif. On se pose beaucoup de questions, donc il y a encore beaucoup de choses à élucider, mais ça semble être très intéressant et très prometteur. Mais là, le médicament qui est disponible que pour les chiens, pour le moment, non ?
Alors pour l'instant, je me permets juste de te corriger parce que je sais que le laboratoire tient à cette dénomination. C'est pas un médicament, donc il est Ah, commercialisé comme un supplément alimentaire. Il n'y a pas eu de démarche d'autorisation de mise sur le marché, donc c'est vraiment un supplément alimentaire. Et à l'heure actuelle, effectivement, il n'est disponible sous forme de comprimés qui sont adaptés à un poids de 5 kg. On peut l'utiliser chez le chien et chez le chat. Et je sais qu'un de mes collègues qui faisait de la cancérologie pas mal chez les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, l'utilisait également chez les petits mammifères. parce que si tu dis que ça marche dans les gingivostomatites du chat et tous ces trucs compliqués, c'est très intéressant. Ouais, tout à fait. Alors, moi, forcément, j'ai pas d'expérience à vous donner dans ce cadre-là parce que ce ne sont pas des choses que je vois au quotidien. Mais je sais que le laboratoire, donc, qui à nouveau est à la base de la commercialisation de ce supplément alimentaire en France, qui est un laboratoire français en plus, donc c'est relativement intéressant de le rappeler et de le nommer, avait beaucoup de retours de terrain de vétérinaires généralistes qui étaient vraiment intéressés de son utilisation dans l'indication de ces fameuses gingivostomatites du chat, donc ces inflammations chroniques de la cavité buccale. On n'a pas forcément de traitement miraculeux, dans le sens où on ne connaît pas toujours la cause sous-jacente et que parfois on va jusqu'à aller retirer toutes les dents de la bouche du chat, ce qui se fait, mais ce qui n'est pas anodin. Donc si ça peut être une arme thérapeutique en plus, effectivement, elle est vraiment la bienvenue. Alors nous, en nutrition, on nous parle souvent de ces aliments anti-cancer et notamment, je ne sais pas pourquoi il y a une fixette sur lui, le brocoli, pour ces glycosinolates, qui est dans toute la famille des crucifères, mais particulièrement le brocoli. Alors est-ce que tu penses que le brocoli est l'aliment magique anti-cancer? Alors écoute, tu me prends un tout petit peu de cours parce que le brocoli, j'ai pas beaucoup révisé, j'ai pas beaucoup lu dessus. Ça ne me parle pas beaucoup, moi, en tout cas en médecine vétérinaire, en oncologie vétérinaire, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai lu ou j'ai vu passer des publications ou des choses comme ça. Dans un cadre un tout petit peu plus global, je pense qu'il faut partir du principe qu'il n'y a pas d'alimentation miracle, il n'y a pas de produit miracle qui va lutter contre le cancer. Comme on vient de l'évoquer par exemple sur les acides gras oméga 3, il peut y avoir des effets anti-inflammatoires, on peut ralentir la prolifération peut-être de certaines tumeurs, mais de là à se dire qu'il va y avoir un produit miraculeux qui va empêcher la tumeur de progresser, voire même la faire disparaître complètement, pour moi ça paraît complètement fou et complètement tiré par les cheveux. Après que certains principes actifs de phytothérapie trouvent leur place à nouveau en thérapie complémentaire, j'y suis pas du tout opposé. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas pour l'instant, donc il faut rester relativement ouvert d'esprit. Les choses pour lesquelles nous on met vraiment en alerte, c'est qu'il faut être vigilant à ne pas vouloir tout donner et tout mélanger en même temps, partir sur des formulations un petit peu magiques et avec plein de substances dedans, parce que on peut s'exposer à des risques d'interaction, hein, même des substances de phytothérapie, il y a forcément des principes actifs dedans, et ces principes actifs, tant qu'on ne sait pas forcément comment ils transitent dans le corps, comment ils sont éliminés, comment ils sont métabolisés, notamment au niveau du foie, on prend un risque possible d'interaction avec d'autres médicaments plus classiques, et du coup faire en sorte que ces autres médicaments marchent peut-être trop bien au final, parce que leur métabolisme est ralenti, et du coup ils restent plus longtemps dans l'organisme du patient en question, ou alors au contraire qui ne marchent pas du tout. Donc je suis désolé, je ne réponds pas spécifiquement sur le brocoli parce que c'est pas du tout quelque chose qui me parle. J'avais plus entendu parler, moi, à titre personnel, de l'engouement autour du curcuma et de la curcumine, mais le brocoli me limite un petit peu. Ah, c'est vrai. Alors oui, c'est les glycosinolates, et la première fois que j'en ai entendu parler, c'est en lisant le livre Anti-cancer de David Servan-Schreiber. C'est vrai que souvent, c'est un truc dont les gens nous parlent. Alors je sais pas si digestivement c'est non plus très très bien toléré, mais tu fais bien d'aborder le curcuma parce que c'est vrai que c'est l'autre grosse star de l'anti-cancer, je ne sais pas comment j'ai pu l'oublier. Ah, c'est pas grave, je ne t'en voudrais pas d'avoir oublié le curcuma. On peut éventuellement en dire quelques mots, effectivement, si on a un petit peu de temps. Donc le curcuma, enfin ce qui nous intéresse, c'est vraiment la curcumine, donc c'est le principe actif qui vient du curcuma. C'est une molécule qui est bien connue, hein, qui est assez démocratisée et qui est connue dans la prise en charge de différentes maladies inflammatoires ou dégénératives. Et du coup, on suspecte que la curcumine donc, puisse avoir un rôle anticancéreux
par différents mécanismes. À chaque fois, il y a forcément des mécanismes sur le plan cellulaire, sur le plan moléculaire, mais je pense que c'est relativement difficile de rentrer dans le détail pour ce type de présentation. Et donc cette curcumine, elle a été utilisée comme toujours dans un premier temps in vitro, c'est-à-dire sur des lignées, des souches de cellules de cancer, notamment en médecine humaine, et elle a présenté des effets bénéfiques anticancéreux. Donc forcément, ensuite, on s'est posé la question de sa place dans un contexte clinique, c'est-à-dire chez le patient in vivo. Et là, les résultats sont plutôt décevants, dans le sens où, de ce que l'on en connaît, cette curcumine, elle a une très faible biodisponibilité lorsqu'elle est administrée par voie orale. Ce qui veut dire qu'au final, de tout ce qui est administré par voie orale, il y a une très faible absorption sur le plan intestinal. Donc au final, si ce n'est pas absorbé, ça n'exerce pas son action recherchée. Donc à l'heure actuelle, les différents laboratoires qui s'orientent sur cette piste-là s'orientent plutôt vers le développement de nouvelles formulations qui pourraient être des formulations qui s'administreraient notamment en perfusion ou sous la forme de particules particulières pour que cette curcumine puisse être mieux absorbée et du coup qu'elle exerce son effet anti-inflammatoire, anti-cancéreux suspecté. Sauf que à l'heure actuelle, en médecine vétérinaire, on a très très peu de données. Donc vraiment, aller vers une administration de curcuma de manière classique sous forme d'une poudre par voie orale, pour moi, ça n'a pas de sens parce que c'est clairement, on va se rapprocher d'un effet placebo, on va se donner bonne conscience, mais on sait, ça c'est clairement démontré, que son absorption intestinale, elle est extrêmement faible. Moins de 1% de ce qui est administré, donc c'est vraiment extrêmement faible, ce qui voudrait dire qu'on serait obligé de monter sur des doses faramineuses pour avoir vraiment ce que l'on souhaite en termes d'absorption intestinale. Donc vraiment, l'avenir, c'est probablement d'autres formulations, des formulations qui pourraient s'administrer donc par voie intraveineuse, par perfusion, sous une formulation vraiment très très particulière, sauf que pour l'instant ces formulations, dans la limite de mes connaissances, on n'y a pas accès en France et surtout on a très très peu d'études chez le chien, donc c'est difficile pour l'instant de recommander l'administration de curcumine dans sa forme native, on pourrait dire. Ouais, en plus le curcuma c'est pas très appétant, alors je pense que si on en met des grandes quantités dans l'alimentation de l'animal, il risque de pas trop apprécier. Exactement. Donc voilà, on est en attente, il y a encore plein de choses effectivement qui sont en cours de développement et peut-être profiter de ce point-là pour évoquer la notion d'oncologie comparée. Comme vous l'avez vu au cours de cette présentation, on a beaucoup abordé du coup le côté humain. Donc tout ce qui se passe ou tout ce qui est étudié chez l'homme, évidemment, on s'en inspire et nous sert beaucoup dans notre pratique quotidienne du chien et du chat. Mais il ne faut pas oublier que l'inverse est vrai aussi et que ce que l'on est à même de pouvoir faire chez le chien ou chez le chat peut tout à fait servir à l'homme. Donc en effet, si jamais il y avait une utilisation, la prescription, la sortie d'une formulation de curcumine sous une autre forme, ça pourrait tout à fait être intéressant de la tester chez le chien pour voir si on a un bénéfice à l'utiliser. Mais pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut proposer, en tout cas en clinique courante. Donc bientôt, on aura des perfusions jaune fluo. Exactement, ouais. On a déjà des perfusions rouges, enfin roses et bleues avec la chimiothérapie. Donc on attend la perfusion jaune ou orangée, en effet, prochainement. Et donc, les cancers du chien, c'est les mêmes que les cancers de l'humain et on peut faire la transposition ? Alors, sur certaines entités, oui, c'est tout à fait le cas. On se rend compte de plus en plus que donc, le chien et le chat, là, on s'intéresse plus aux chiens, mais le chien et le chat vont développer de manière complètement spontanée des cancers, c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à les induire, on n'est pas comme dans de l'expérimentation animale à proprement parler, où on va utiliser donc des modèles d'études de type souris, rat, lapin, sur lesquels souvent on va chercher à développer le cancer en essayant d'avoir des animaux qui vont être immunodéprimés, donc qui vont avoir un système immunitaire vraiment complètement à plat. Et forcément, quand il y a une moins bonne immunité, le développement d'une tumeur est plus facile pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure sur l'existence de cette immunité antitumorale. Évidemment, chez nos chiens et nos chats de compagnie, ce ne sont pas des tumeurs qui sont induites, ce sont vraiment des tumeurs spontanées. Et en étudiant certains types de cancers, on se rend compte que vraiment, ils se comportent de la même façon chez l'homme et chez le chien, en termes de risque de récidive, en termes de risque d'extension métastatique ou de généralisation. Ils se rendent compte d'un point de vue épidémiologique de la même façon par rapport à l'âge, à la prédisposition sexuelle. Et puis si on pousse un petit peu plus loin, on se rend compte que des mutations génétiques identifiées chez l'homme sont retrouvées
exactement de la même façon dans les mutations, dans le matériel génétique des tumeurs du chien. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, très intéressant de se dire qu'il y a une grande similitude. Alors pour donner quelques exemples, c'est le cas sur des ostéosarcomes, des tumeurs osseuses que l'on va rencontrer chez les grands chiens et qu'on retrouve notamment en oncologie pédiatrique. Ça peut être le cas sur certaines tumeurs du cerveau, ça peut être le cas sur les mélanomes, les tumeurs des cellules qui pigmentent la peau ou les muqueuses. Les mélanomes sont très bien connus malheureusement chez l'homme. Et c'est le cas aussi chez le chien. Les tumeurs du pancréas se comportent exactement de la même façon, etc., etc. Donc oui, on a vraiment de grosses similitudes et du coup, ça nous ouvre des portes pour éventuellement transposer soit de l'homme vers l'animal, soit de l'animal vers l'homme, de nouvelles techniques, diagnostiques ou de nouveaux traitements. J'avais entendu parler que le chien pouvait être considéré comme une sentinelle épidémiologique des cancers, c'est-à-dire qu'on partage le même milieu de vie, donc si il y a quelque chose dans le milieu de vie qui est cancérigène, comme eux ils ont une espérance de vie plus courte, en gros ils le déclencheront et on pourrait... un truc comme ça ? Ouais, tout à fait, non, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Effectivement, donc le fait qu'on retrouve des cancers qui soient complètement similaires nous amène évidemment à évoquer l'environnement dans lequel on vit et du coup ces facteurs de risque. Alors ces facteurs de risque pour l'instant on les connaît un petit peu en médecine humaine, évidemment, le mode de vie, le tabagisme, l'alcool, le stress, l'obésité, certains types d'aliments, etc., etc. Et comme les chiens et les chats partagent le même mode de vie que nous et les mêmes facteurs de risque, si on exclut évidemment l'alcoolisme ou des choses comme ça, mais ils sont quand même exposés à de la fumée de cigarettes chez des personnes qui fument, tout à fait. On estime qu'ils peuvent développer ce type de tumeur de manière spontanée en lien avec ces mêmes facteurs de risque. Et que comme leur espérance de vie est effectivement plus courte, du coup on va se heurter au développement, à la progression et malheureusement, mais c'est quand même l'issue, au décès de ces animaux sur une échéance plus courte et du coup ça peut nous donner une idée de ce à quoi s'attendre éventuellement en médecine humaine. Ouais, c'est tout à fait possible. Donc si notre animal attrape un cancer, il faut quand même qu'on se pose des questions pour notre futur. Alors, on peut être amené à se poser la question. Après, à nouveau, ces facteurs de risque, on les a pas tous identifiés et c'est extrêmement, extrêmement difficile d'arriver à mener des études qui ont une puissance statistique suffisamment élevée dans le domaine des facteurs de risque et de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très compliqué de prendre deux groupes de 100 chiens complètement homogènes sur le type de tumeur, sur l'âge, sur le poids, etc. et de prendre 100 chiens qui vivent à la campagne et 100 chiens qui vivent à la ville et de comparer éventuellement s'il y a un risque plus important de développer des cancers dans un groupe plutôt que l'autre. Donc pour l'instant, ce qui nous fait défaut, ce sont ces études-là, le fait qu'on n'ait pas de groupe ou peu de groupes homogènes de chiens pour pouvoir tirer quelque chose d'intéressant sur le plan statistique. Donc c'est pas parce que son animal développe un cancer que forcément il faut s'interroger sur est-ce qu'on vit dans un environnement qui pourrait être éventuellement délétère et risquer de faire développer un cancer aux membres du foyer parce qu'on sait que voilà, ils sont mieux médicalisés, ils vivent plus longtemps, donc forcément ils sont exposés au développement de ces cancers-là. Mais sur une plus large échelle, donc on ne va pas raisonner sur l'individu seul, mais sur une plus large échelle, effectivement c'est un très bon modèle spontané d'études et du coup de transposition à l'homme. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent moi on nous dit par exemple sur les facteurs de risque, on nous dit bah oui mais les animaux ils développent plus de cancers maintenant. Alors moi évidemment dans mon domaine on me dit c'est parce que on a développé la nourriture industrielle et je leur réponds un peu la même chose que toi, c'est-à-dire que les animaux ils vivent plus longtemps, ils sont plus médicalisés donc ils vivent plus longtemps et qui dit on vit plus longtemps on a plus de cancers. Donc en fait c'est pas forcément que le milieu est plus cancérogène maintenant, c'est juste que le cancer, c'est aussi lié en fait à la vieillesse. Peut-être que le premier facteur de risque, c'est d'être vieux, non ? Tout à fait, oui. C'est jamais de toute façon le cancer est certes une maladie à proprement parler qui a une base génétique, parce qu'il y a forcément des mutations génétiques qui surviennent et c'est jamais une seule mutation génétique isolée dans son coin qui va faire que du jour au lendemain une cellule normale va devenir cancéreuse. C'est une accumulation de plusieurs mutations génétiques sur des gènes très importants qui sont régulateurs pour la cellule et donc à cette base génétique-là viennent s'ajouter des facteurs de risque qui sont
principalement des facteurs environnementaux, mais les facteurs environnementaux ne sont pas suffisants à eux tout seuls non plus. Donc c'est vraiment une association de plusieurs choses. Est-ce qu'aujourd'hui on a davantage de cancers chez le chien et chez le chat qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans en arrière? Pour l'instant, c'est impossible à dire. Est-ce qu'on en voit plus, nous, en consultation? Oui, mais en effet, parce que les animaux sont davantage médicalisés, c'est sûr que maintenant on voit beaucoup de chats en consultation, alors qu'avant le chat qui vivait à la ferme ou à la campagne, souvent on le voyait pas souvent en consultation, donc il y a une meilleure médicalisation de ces animaux. Il y a des avancées tous les jours en termes de diagnostic, de traitement de maladies qui nous posaient souci il y a quelques années en arrière, ce qui fait qu'on arrive à les tirer d'affaire et à les contrôler plus durablement dans le temps de ces maladies-là. Donc forcément, ils vivent plus longtemps. Il y a une demande qui est croissante aussi de la part des propriétaires. Donc on va avoir davantage d'animaux en consultation. Donc c'est vraiment multifactoriel. Et aujourd'hui, résumer tout ça à dire que c'est l'alimentation industrielle qui induit davantage de cancers chez le chien et chez le chat, ça me semble être un très rapide raccourci. Oui, puis tu n'aurais plus de métier, quoi. On partirait tous les chiens à la ration ménagère, il n'y aurait plus de cancer et tu serais au chômage. Ce serait oui, tout à fait. Tout comme on entend souvent dire que les chiens qui sont de race croisée ont moins de risques de développer des cancers. On se rend compte que dans plein d'études, on a une très large, pas une majorité, mais un très large pourcentage de chiens de race croisée. Alors c'est sûr qu'il y a un brassage génétique qui est plus important que dans des races pures, mais malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, c'est difficile de résumer le ou les facteurs de risque des cancers à un seul ou deux éléments très particuliers. Et puis la cancérologie, je trouve ça assez ingrat, c'est-à-dire qu'on peut avoir la vie parfaite où on essaie de s'éviter tous les facteurs de risque. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être obèses, ne pas être fumeurs, être sportifs, manger hyper sain, se gaver de brocoli et de curcuma et développer un cancer. Tout à fait, ouais. Ce qu'on dit toujours, enfin moi ce que j'ai pris l'habitude de dire et je l'ai emprunté à un oncologue humain que j'avais entendu un jour qui avait été interviewé à la télé, c'est que malheureusement face au cancer il n'y a pas de justice, il n'y a pas de logique, tout le monde peut être concerné. Alors c'est sûr il y en a peut-être qui cultivent ce risque plus que d'autres, mais en revanche même des gens effectivement qui n'ont aucune base génétique particulière, aucun facteur de risque ne sont pas pour autant complètement écartés de ce risque de développer un cancer. Donc voilà, pas de justice, pas de logique, parce qu'on cherche souvent un coupable et malheureusement le coupable on ne le connaît pas toujours. Donc tu auras encore du travail pendant très longtemps. Oui, alors pas que je m'en réjouisse, parce que forcément on est conscient qu'on ne fait pas forcément le bonheur des gens. Après, notre travail il va au-delà, je pense. C'est vraiment un métier d'accompagnement, d'empathie, de compassion, et puis surtout essayer de faire en sorte que ces animaux qui développent un cancer puissent avoir la meilleure des qualités de vie. C'est toujours ce qu'on dit. L'objectif, c'est qu'ils continuent de vivre leur vie de chien ou leur vie de chat à la maison. On voit parfois des chiens qui sont des chiens de travail, de personnes qui font de la sécurité, des chiens de douane, des chiens de gendarmerie ou de pompiers. L'objectif, ces chiens-là, lorsqu'ils passent entre nos mains, c'est pas que la semaine suivante, ça devienne des chiens de canapé parce qu'ils seront pas heureux eux-mêmes. Donc c'est vraiment qu'ils puissent retourner au travail. C'est sûr que si ça dure le plus longtemps possible, tout le monde sera content. Mais l'objectif, c'est avant tout qu'ils retrouvent la qualité de vie, si on le peut, parce qu'on n'est pas magicien, mais si on le peut, qu'ils retrouvent leur qualité de vie d'avant le diagnostic. Mais est-ce que toi, il y en a que tu arrives vraiment à sauver ou est-ce que tu es condamné à voir tous tes patients mourir à court terme ? Non, fort heureusement, il y en a qu'on arrive à tirer d'affaire. Alors, c'est lié à plusieurs choses. D'une part, à l'agressivité et au type de cancer. Il y a forcément des tumeurs qui sont moins agressives que d'autres. Évidemment, les tumeurs bénignes, par définition, lorsqu'on arrive à les traiter localement complètement, en gros, pour faire simple, à les opérer, ce sont des animaux qui sont guéris, parce que par définition, une tumeur bénigne ne peut pas métastaser, donc elle ne peut pas aller se loger à un autre endroit de l'organisme. Et dans les tumeurs malignes, la définition d'une tumeur maligne, c'est une tumeur qui peut possiblement métastaser. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, elle peut. Et donc là, on rentre dans des choses, dans des notions qui sont plus compliquées, parce qu'il y a plein de facteurs, de paramètres qui nous permettent d'essayer d'anticiper, d'apprécier ce risque d'agressivité, d'extension à distance. Mais même sur une tumeur maligne, des choses qui sont prises à temps, avec des tumeurs de petite taille, on peut avoir de très très bonnes surprises. Et même dans d'autres situations, on est dans un contexte moins favorable. Parfois, on a besoin d'un traitement complémentaire à l'opération, donc de chimio, de rayons. Quand je parle de chimio, je devrais plutôt dire de traitements médicaux, parce qu'il y a plusieurs formes de chimiothérapie. Il y a ce qu'on appelle maintenant des thérapies ciblées. Donc, on a vraiment un éventail assez large de traitements
traitement qui devient disponible en cancérologie vétérinaire. Et donc, en utilisant l'une ou l'autre ou des associations de ces formes de traitement, on arrive à avoir des espérances de vie relativement longues. Et se dire qu'on arrive à en tirer d'affaire, c'est-à-dire qu'on arrive à en traiter, et là où on peut parler de guérison, oui, heureusement, ça arrive, même sur des tumeurs malignes. On part du principe qu'il ne faut jamais baisser les bras avant d'avoir un diagnostic de certitude. Donc vraiment, la première étape, c'est de se dire, s'il y a une suspicion de cancer, il faut qu'on le diagnostique avec certitude. Donc il faut passer de la suspicion à la confirmation ou à l'infirmation. Mais s'il y a confirmation, en général, ça ne nous est pas suffisant. On a besoin d'autres paramètres qui sont ce qu'on appelle des facteurs pronostiques, alors favorables ou défavorables. Et puis ensuite, on fait une synthèse de tout ça, mais surtout, essayer de ne pas baisser les bras tant qu'on n'a pas de diagnostic de certitude. Les propriétaires ont besoin de comprendre ce qui se passe, et puis nous aussi pour avancer. Donc vraiment aller au diagnostic, et puis ensuite garder en tête qu'il y a, heureusement, des situations, même par rapport à des tumeurs qui sont fréquentes, donc des tumeurs de la peau, des tumeurs des glandes mammaires, donc l'équivalent du cancer du sein chez la femme, des tumeurs du foie, des tumeurs du poumon, des tumeurs de la thyroïde, qui sont pour autant malignes, mais pour lesquelles on peut vraiment espérer une guérison lorsque c'est pris à temps. Donc vraiment ne pas baisser les bras trop rapidement. Parfait. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as appris aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, c'était avec grand plaisir. Donc je te remercie, et puis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui habitent dans le coin de Rennes, donc si jamais votre animal a un cancer, vous saurez que vous pourrez vous tourner vers le Dr Flock qui nous a beaucoup éclairé aujourd'hui. Merci encore et peut-être à bientôt. Merci Charlotte, bonne journée à tous, au revoir. Aujourd'hui avec Franck, nous avons appris qu'en matière de gestion nutritionnelle du cancer, les deux champions étaient les oméga 3 et le champignon asiatique Coriolus versicolor. Ces deux compléments alimentaires peuvent être mis en place seuls ou en parallèle d'autres traitements anticancéreux. L'utilisation du jeûne ne se justifie que si les signes digestifs ne sont pas contrôlés à l'aide des thérapies classiques et si l'animal n'est pas à risque de perte de poids. Si l'on cherche à diminuer le glucose et les sucres simples dans l'alimentation de l'animal cancéreux, tous les glucides ne sont pas à bannir car la flore intestinale pourrait jouer un rôle de premier plan et que les bactéries qui la composent ont besoin de fibres, qui sont des glucides. Aujourd'hui, le cancer des animaux se soigne et parfois se guérit, alors n'hésitez pas à consulter un vétérinaire oncologue. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. À bientôt!